Mais quand on a fait des milliers de kilomètres pour aller en Grande-Bretagne, ce ne sont pas les 40 derniers kilomètres qui vont arrêter ces hommes et ces femmes. Je m'appelle Henri Masson et je suis le président de la CIMAD depuis maintenant 4 ans et demi. Quelles sont, selon vous, la première question qu'on se pose, c'est par rapport à la société française dans laquelle nous vivons aujourd'hui, elle est confrontée à quel problème sur la fraternité? Est-ce que vous diriez que notre société, elle est fracturée ou elle est plutôt fraternelle? Comment vous jugez la société actuelle? Ah, je ne dirais pas qu'elle est fraternelle, je dirais qu'effectivement elle est fracturée. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est au fond cette phrase de Charles Péguy dans un petit pamphlet qui est complètement oublié aujourd'hui, et où il dit « La fraternité est un devoir d'urgence ». Et je pense que cette phrase écrite il y a quand même bien longtemps s'applique parfaitement à la situation actuelle. Alors pourquoi vous diriez, pourquoi c'est un devoir d'urgence ? Parce que je pense que ce qui distingue effectivement la réunion d'êtres humains à la surface de la Terre d'une société qui est bien constituée, c'est non seulement les règles éventuellement de ces sociétés, mais c'est aussi effectivement ce lien très particulier qui s'appelle la fraternité. Et ce n'est pas pour rien, je pense, que l'on a inscrit au fronton de nos mairies, que l'on a choisi aussi une devise « Liberté, égalité, fraternité ». Je rappelle d'ailleurs que la fraternité est intervenue beaucoup plus tardivement que la liberté et l'égalité, puisque c'est seulement en 1848 que l'on ajoute la fraternité, et que depuis, on ne sait pas très bien à quoi cela correspond. Autant la liberté et l'égalité, il y a des textes qui précisent effectivement ce qu'il en est. C'est au fond l'État qui, à travers du Parlement, va décider les règles. Autant pour la fraternité, il n'y a pas de règles. Et c'est au fond, parce que ça n'est pas un état naturel, c'est un objectif vers lequel l'on doit tendre. Et effectivement, c'est un travail permanent que nous devons faire, nous, toutes et tous, de même que, bien entendu, nos élus. Mais justement, cette question de la fraternité par rapport à l'accueil des étrangers, puisque la CIMAD est dans sur ce registre-là, il y a eu tout un débat sur l'accueil ou pas. Est-ce que c'était accepté? Est-ce que c'était pas accepté? C'était contraire à la loi? Et vous insistez plutôt sur le thème de la fraternité, en disant que c'est fraternel d'accueillir. Pour nous, effectivement, la fraternité est quelque chose de fondamental. Et je dirais que nous avons participé, et c'est un honneur de la CIMAD, que d'avoir participé au fait en 2018 que la fraternité, qui ne l'était pas jusqu'à présent, devienne un principe constitutionnel au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité tout à fait importante. Et cette question a été posée au travers d'un point important. Considérait-on que des personnes qui venaient en aide sur le territoire français à des personnes sans papier étaient condamnables ou n'étaient pas condamnables? Et le Conseil constitutionnel a considéré qu'à partir du principe de fraternité, il n'était pas question de condamner ces personnes. Je rajoute effectivement que si l'on franchissait la frontière, là pour le coup, la personne que l'on pouvait sauver, si on le faisait pénétrer sur les territoires français, alors là, il y a un délit, mais un délit à comparer au défaut de venir en aide à quelqu'un qui en a besoin. Tout ceci est un tout petit peu complexe. Dites-nous un peu concrètement comment se manifeste la fraternité par rapport aux nouveaux arrivants, aux étrangers, aux gens qu'on recueille, qui ont traversé la Méditerranée, qui sont sans papier, ou aux personnes qui sont en demande par rapport à la CIMAD. Qu'est-ce que ça veut dire la fraternité concrètement Alors la fraternité à la CIMAD, d'abord elle s'exerce depuis très longtemps et sur des populations qui ont été différentes selon les cas, mais toujours avec un caractère de personnes qui par nature n'étaient pas accueillies et se trouvaient un peu en marge de la société. Je rappelle que la CIMAD a été créée en 1939, ça fait exactement 85 ans cette année, et principalement dans des camps où très rapidement l'on a accueilli tous les indésirables du régime de Vichy et fondamentalement effectivement des personnes de religion juive
que la CIMAD, en fabriquant de faux papiers, orientait vers la Suisse. Et puis progressivement, ces camps se sont vidés, on y a accueilli les soldats allemands après la guerre qui étaient arrêtés, puis de plus en plus d'autres personnes. Ces camps ont été supprimés et la CIMAD a continué d'accompagner des personnes étrangères qui se retrouvaient sur le territoire français parce qu'elles étaient chassées de leur propre pays pour différentes raisons, en particulier pour des guerres. Et je voudrais citer, parce que c'est relativement récent, on en a célébré le cinquantenaire il n'y a pas très longtemps, effectivement, je voudrais citer la chute de Salvador Allende. Nous avons accueilli effectivement toute une série de réfugiés chiliens et le gouvernement chilien a remis il y a quelques semaines la médaille du cinquantenaire à la CIMAD parmi 5 autres personnalités ou associations qui avaient soutenu effectivement ce mouvement d'exil pour un accueil généreux et fraternel. Alors aujourd'hui, cet accueil, il se fait dans l'ensemble de nos permanences, à peu près une centaine de permanences sur tout le territoire français, hexagonal, mais aussi en Amérique et dans l'océan Indien, où avec près de 2700 bénévoles, semaine après semaine, quelquefois jour après jour, il y a des permanences pour accueillir des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour obtenir un titre de séjour ou obtenir le statut de réfugié. Nos statuts décrivent très clairement notre mission. Nous sommes là pour défendre la dignité et les droits des personnes étrangères présentes sur notre territoire, quelle que soit leur religion, leurs opinions, et tout. Nous sommes là au service, c'est une forme d'accueil inconditionnel. Alors nous sommes dans un contexte protestant. Qu'est-ce que vous diriez sur comment le protestantisme a une place particulière dans ce débat? Est-ce que ça joue aujourd'hui la CIMAD? La CIMAD, on sait que tout le monde n'est pas protestant. Les bénévoles engagés dans la CIMAD ne sont pas tous protestants. Mais les fondateurs ont donné un peu des valeurs. Quelles sont pour vous les valeurs fondamentales du protestantisme qui éclairent votre engagement? Alors je crois que oui, c'est vrai, vous l'avez dit, à la CIMAD, tout le monde n'est pas protestant, mais nous n'oublions pas l'histoire. Elle a été créée par des mouvements de jeunes protestants, avec Madeleine Barrault, Marc Bögner et d'autres encore, Suzanne Dietrich. Mais aujourd'hui encore, je dirais même que chez les personnes qui n'ont aucun attachement effectivement spirituel, la marque protestante est quelque chose d'important et qui, pour ces personnes, ne doit pas être abandonnée. Alors, sous quelle forme elle se retrouve? Je dirais peut-être par une certaine manière d'être, aussi par une manière de la gouvernance de ce mouvement où l'on est tout le temps en discussion, où tout le monde participe au fond à la décision, ce qui est un peu compliqué quelquefois, ce qui prend du temps, mais qui permet effectivement un engagement plus fort effectivement dans les orientations qui sont retenues. Et puis aussi avec la volonté d'être ce que le président de la République, dans un discours à l'Hôtel de Ville, rappelait au sujet de la CIMAD, c'est d'être l'aiguillon du gouvernement. Et je trouve qu'être un aiguillon pour faire avancer les choses est tout à fait fondamental. Alors comment nous le faisons? Nous le faisons au travers en particulier de contentieux, de débats avec l'administration, pour éventuellement contester les décisions de l'administration, pour lui demander de respecter les textes de loi et de règlements qui s'appliquent aussi à l'administration, et pour essayer toujours d'obtenir des améliorations dans la manière dont on accueille les personnes étrangères et qui arrivent jusqu'à la CIMAD. Il faut bien dire que ce sont des personnes souvent terriblement choquées par les conditions du voyage.
voyages, les traversées, je n'ai pas besoin de faire de description, les traversées de la Méditerranée ou de la montagne, les milliers de kilomètres faits souvent à pied, et la difficulté d'entrevoir un avenir simple, généreux, alors même que l'on a été chassé de son pays pour de multiples raisons. Alors justement, on revient à la question du début. Aujourd'hui, on a des débats sans arrêt au point de politique sur l'immigration. C'est un débat récurrent, on fait des lois après des lois. Comment vous comprenez ça? Pourquoi on a ce souci aujourd'hui de parler uniquement comme si tous les problèmes venaient de l'immigration? Alors, vous avez donné la réponse dans la question. C'est que, effectivement, aujourd'hui, et j'ai une tendance à penser que c'est une erreur, l'on a tendance dans une société comme la nôtre à montrer ou à essayer de montrer que nos problèmes sont liés à la présence d'une partie de la population. Et je pense que pour construire effectivement une société fraternelle, c'est une chose à écarter et il faut à tout prix se garder de monter une partie de la population contre une autre. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes confrontés dans un pays comme le nôtre à des problèmes économiques, à des problèmes sociaux et des inégalités qui existent. Et l'on érige en solution le fait que l'on devrait être de plus en plus sévère avec les personnes étrangères qui arrivent sous le prétexte que nous serions trop généreux et que du même coup nous attirerions ces personnes étrangères. Tous les spécialistes ont montré que ces analyses sont erronées, mais ça ne gêne personne et donc l'on multiplie les textes de loi sans s'occuper de savoir si la loi précédente a été appliquée complètement et si effectivement elle a donné de bons résultats. Et en particulier, j'entends que le gouvernement actuel veut effectivement une nouvelle loi sur l'immigration, alors même qu'on me dit dans le même temps que tous les décrets d'application de la précédente loi n'ont pas été pris. Comprenne qui pourra. En tout état de cause, c'est une attitude que nous considérons comme effectivement peu fondée. Et je dirais que dans une vision prospective de l'évolution du monde, nous pouvons tous et toutes tomber d'accord sur le fait que nous n'arrêterons pas l'immigration. Que les migrations ne dépendront pas de quelques murs dressés ici ou là ou de quelques drones pour éviter effectivement les traversées par exemple de la Manche. Nous savons bien que les traversées de la Manche continuent et que ces hommes, ces femmes, ces enfants prennent de plus en plus de risques et tout, malgré tous les empêchements qu'on veut bien mettre en travers de leur traversée. Mais quand on a fait des milliers de kilomètres pour aller en Grande-Bretagne, ce ne sont pas les 40 derniers kilomètres qui vont arrêter ces hommes et ces femmes. Ils sont les plus fragiles dans la mesure où déjà ils ne maîtrisent pas tous les codes de notre société. Or, quand on arrive dans une société que l'on ne connaît pas, si l'on n'en maîtrise pas les codes, on a des difficultés aussi pour s'y faire accepter. Et c'est en cela que nous faisons, en ce qui nous concerne, beaucoup de sensibilisation pour essayer de faire rencontrer les populations étrangères et des personnes étrangères qui ont un parcours particulier avec des jeunes Françaises et de jeunes Français pour qu'ils découvrent qu'au fond, même si l'on n'a pas les mêmes habitudes, même si l'on n'a pas les mêmes cultures, on est fait du même sang et que l'on est traversé par les mêmes émotions. Et qu'en conséquence de quoi, oui, il peut y avoir une fraternité qui s'établit entre des personnes qui, au départ, ne se connaissent pas et ont des trajets extraordinairement différents.